Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au plateau de l'émission Europe-Afrique M. Guido Greyzels, directeur général du Musée de l'Afrique. Nous aborderons avec notre invité la problématique de la restitution des œuvres saisies aux pays africains pendant la colonisation, la coopération internationale et bien d'autres questions sur la présence culturelle et artistique africaine en Europe. Monsieur Greyzels, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'ancien musée du Congo, qui a été créé il y a plus de 120 ans, connu sous le nom ensuite de Musée royal de l'Afrique centrale, s'appelle désormais Africa Museum. C'est vous qui le dirigez. Le terme royal était dérangeant car il renvoyait à Léopold II et ses agissements. Non, ça n'a rien à voir. Le terme royal a uniquement à voir que nous sommes un établissement qui existe depuis plus que 50 ans. Et en Belgique, si vous êtes une association de théâtre ou une fanfare, si vous avez 50 ans, vous avez le droit de porter ce nom royal. Donc, ça n'a rien à voir avec notre origine qui est notre fondation par le roi Léopold II. D'accord. Et dans justement ce petit Versailles de Léopold II, comme on appelle l'écrin dans lequel se trouve ce musée, il me revient que l'exposition permanente ne dévoile même pas 1% du patrimoine existant. Alors où se trouve le reste? Est-ce que c'est dans les caves comme jadis? Non, le reste se trouve dans des réserves que nous avons dans les 7 bâtiments que nous avons sur le site. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utilisés. En moyenne, nous avons chaque année 1000 chercheurs d'un peu partout dans le monde qui viennent chez nous pour étudier nos collections. Et on a aussi un programme très actif pour le prêt de collections à des expositions temporaires ailleurs dans le monde. Donc chaque année, on fait des prêts de nos collections entre 25 et 30 expositions un peu partout dans le monde. Et vous exposez, dites-moi si je me trompe, mais près de 650 millions d'histoires, d'années d'histoire en fait dans l'Africa Museum, même si, je pense, les fossiles sont évidemment moins nombreux que les pièces datant de la période coloniale. Mais est-ce exact? Je n'ai jamais entendu ce chiffre, mais on va très loin dans l'histoire, évidemment. On donne beaucoup d'attention à la longue histoire de l'Afrique, parce que l'Afrique a une histoire très riche en termes de culture. Et souvent ici en Belgique, on pense que l'Afrique a été découverte par Stanley, par l'explorateur, tandis que l'Afrique a depuis longtemps des cultures qui sont semblables à ceux de l'Ouest. Seule différence, c'est que l'Afrique a surtout des langues tonales qui n'ont pas de version écrite, tandis qu'en Europe, tout a été transmis par écrite. C'est en Afrique qu'on a trouvé les habitants les plus anciens au monde. Hein. L'Afrique est le berceau de l'humanité, ça se connaît très bien, et donc on a beaucoup à apprendre de l'Afrique. Ouais. Vous parliez de chercheurs et de scientifiques, il y en a combien qui sont associés au musée? Au musée, nous avons 80 chercheurs, pour la plupart avec un doctorat, dans les 4 domaines, à la fois sciences humaines et sciences naturelles. Donc les 4 domaines sont la biologie, l'histoire, la géologie et l'anthropologie culturelle. Et on travaille dans une 20aine de pays africains. Et ils viennent de toutes sortes de nationalités? Dans le musée, on a 13 nationalités, et donc on a des Africains du Congo, du Maroc, de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, de Londres, donc dans beaucoup de pays. Oui. Donc aussi des chercheurs marocains? Absolument, oui. Très bons géologues d'ailleurs. Oui? Oui, absolument. Je me suis laissé entendre qu'il y avait, dans certains domaines, une compétition entre les musées européens et les musées américains. Est-ce exact? Non, je ne parlerai pas d'une compétition. On a une très bonne collaboration même. Oui. Il y a très peu de compétition entre musées parce que chacun a son public, chacun a sa spécialité. Nous sommes un des seuls musées sur l'Afrique au monde. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de compétition en soi. Peut-être pour l'achat de certaines collections ou pour l'acquisition de certaines collections. Mais là, les Américains ont l'avantage qu'ils ont beaucoup plus de budget que nous, évidemment. Oui.
Mais vous dites un des seuls musées de l'Afrique, si je ne m'abuse, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en France, à Paris, à Lyon. Non, non, pas sur l'Afrique même. Là, on a souvent les musées sur les cultures mondiales et dans lesquels vous avez une section Afrique. Mais un musée comme le nôtre, qui a à la fois les sciences naturelles et les sciences humaines et qui est uniquement sur l'Afrique, il y a un petit musée d'Afrique en Hollande, mais c'est uniquement ethnographie et c'est très petit comme musée. Et donc, on n'a aucune comparaison dans le monde parce qu'on a à la fois ce volet musée et ce volet scientifique. C'est ça. Et en plus qu'on a les plus grandes collections au monde en ce qui concerne l'Afrique, à la fois dans les sciences humaines et à la fois dans les sciences naturelles. Juste pour la compréhension de nos téléspectateurs, puisqu'ils sont très majoritairement africains, en fait le musée est à Tervuren, donc on est ici à Bruxelles. Tervuren, c'est à 20 km de Bruxelles. Le fait que c'est excentré comme ça, n'est-il pas un handicap? Oui, c'est un handicap surtout parce qu'on n'a pas de gare de train. Et donc il faut toujours prendre le transport en commun qui n'est pas aussi facile à Tervuren. En plus que nous sommes un établissement fédéral, donc nous sommes bilingues. Dans la Flandre, Tervuren est en Flandre, donc pour la gestion, ce n'est pas toujours facile parce qu'on est obligé de travailler dans les deux langues et pourtant on est dans la Flandre même. Mais ça va, on y sort. Forcément, on évoquera un peu le Congo. En fait, jusqu'en 1960, date de l'indépendance du Congo, vous aviez des militaires, des missionnaires, des administrateurs coloniaux, des commerçants, des scientifiques qui ont constitué la base des collections actuelles. Comment procédait-il à l'époque pour avoir ces collections? Ah ben, il y avait une loi qui disait que tous les gens qui travaillaient au Congo, obligatoirement, devaient déposer leur collection dans le musée de Tervuren. Et aussi, il y avait des liens entre nos scientifiques et, par exemple, les missionnaires. Quand on était en train d'étudier, par exemple, un certain groupe ethnique ou un village ou une région, on demandait aux missionnaires de récolter certains témoignages de culture matérielle, hein, parce que nos collections, ce n'est pas uniquement l'art, ce sont souvent des choses de jour à jour, des couteaux, des plats, des pots pour cuisiner. Et quand les missionnaires venaient en Belgique, ils amenaient les collections aussi. Donc on avait des demandes spécifiques, mais aussi de leur propre intérêt. On avait des expéditions scientifiques pour les insectes, pour les oiseaux, pour les poissons, pour les objets ethnographiques. Et on étudiait, on en ramenait en Belgique. Parfois, ils étaient achetés, parfois ils étaient récoltés. Une toute petite partie de nos collections vient aussi de pillage, on doit le dire comme ça, de pillage par des militaires, surtout dans les premières années de la colonisation, dans la fin du 19e siècle, quand on était dans le village et quand le chef du village n'était pas d'accord, on brûlait son village et on emmenait toutes les pièces qu'on trouvait. Donc une toute petite partie de nos collections est d'origine de ce genre de pillage, oui. Sur le plan des objets, vous dites, parce qu'on y reviendra sur la problématique du pillage, vous vous en doutez, mais sur les objets, vous dites que ce sont d'abord des objets du quotidien, oui, plus que des œuvres d'art. Oui, absolument. Oui, parce que la récolte des objets, c'était surtout dans le cadre des études anthropologiques et historiques. Et donc, c'est surtout la culture matérielle qu'on a collectionnée. Et l'art, ce n'est que plus tard que c'est devenu un intérêt particulier. Mais évidemment, les masques et les statues étaient partie du quotidien aussi. C'était surtout utilisé dans des rites d'initiation, des rites de fête. Mais c'est maintenant qu'ils ont obtenu leur grande valeur monétaire aussi. Mais à l'époque, c'était surtout le quotidien, ce qu'on cherchait. C'est ça. On parlait des missionnaires et autres qui remontaient des collections. Il y avait aussi des grands capitaines d'industrie, beaucoup de collections privées, comme celle du baron Lambert ou celle très controversée, celle-là d'Emile Storms, ont rejoint le musée. Vous comptez au total vraiment beaucoup de donations ?
Oui, je dirais quasi un tiers de nos collections sont des dons. Ouais. Et des dons venant toujours de Belges? Non, on a aussi surtout ces dernières années, ces dernières 20-30 années, on a reçu beaucoup de dons, surtout de part des Belges, mais aussi par des Français, par des Hollandais, par des Anglais. Encore chaque semaine, il y a quelqu'un qui m'écrit de quelque part dans le monde en disant, voilà, j'ai reçu de mon grand-père ou mon avant-grand-père cette pièce. Moi, je ne peux pas faire grand-chose avec. Est-ce que vous êtes intéressé de l'acquérir? Mais souvent, on le donne parce qu'on a très peu de budget pour acheter pour le moment. Dans la politique actuelle, et je voudrais que vous nous expliquiez ça, les collections sont constituées dans le cadre de projets de recherche et en collaboration d'ailleurs avec des musées et des universités d'Afrique. Oui, absolument. Oui, oui. Donc comment est-ce que travaille la commission d'acquisition du musée? Par un comité d'acquisition, quand il y a un objet qui est offert ou qu'un scientifique veut acquérir, il doit d'abord préparer un dossier. Donc on n'accepte pas tout automatiquement. Il faut toujours un scientifique qui fait tout un dossier sur le projet d'acquisition. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est une valeur ajoutée pour notre musée? Pourquoi le prix est raisonnable ou si c'est un don, il n'y a pas de prix? Et pourquoi c'est nécessaire pour nous pour acquérir? Alors il doit présenter ça à un comité d'acquisition qui va discuter de la demande. Et c'est finalement moi, comme directeur général, qui prend la décision finale de l'acquérir, oui ou non. Donc, il n'y a pas moyen pour nous donner des choses qui ne nous intéressent pas. Ça doit toujours passer par une acquisition, petit ou grand. Pour des raisons historiques, l'Africa Museum est centré sur le Congo, le Rwanda, le Burundi, enfin les anciennes colonies belges. Mais est-ce que maintenant, il n'élargit pas son focus à d'autres pays d'Afrique, je pense essentiellement des pays subsahariens? Oui, absolument. Donc, nos collections viennent pour 80% de l'Afrique centrale, mais pour 20% quand même d'autres régions d'Afrique, de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest. Mais surtout dans les thèmes. La nouvelle exposition permanente a des thèmes qui sont importants pour le développement durable, ce sont des thèmes modernes, comme la biodiversité, comme les ressources, comme les langues et musiques, comme les rituels, les cérémonies, qui sont vraiment universels pour l'Afrique subsaharienne et qui ont donc un intérêt qui va bien au-delà de l'Afrique centrale. Monsieur Greyzels, nous allons faire une petite pause. Chers téléspectateurs, on se retrouve après l'interruption. Nous retrouvons M. Greyzels, le directeur général de l'Africa Museum, pour la suite de notre émission. Alors, M. Guido Greyzels, la période coloniale européenne est très critiquée par les historiens. Et il est temps d'avoir une attitude responsable et transparente par rapport à cette période. Alors, à quand un musée du colonialisme européen sous l'égide de l'UNESCO, par exemple? C'est certainement une suggestion très importante et je pense que l'Europe a vraiment besoin d'un musée du colonialisme même. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qui disent qu'on n'aurait pas dû rénover notre musée, qu'on aurait dû devenir un musée du colonialisme, parce que je pense qu'il y a très peu de bâtiments autour du monde qui ont un cachet colonial tellement fort comme le nôtre. Il y a le monogramme de Léopold II, le double L, vous le voyez 45 fois dans notre musée. Il y a des statues avec des titres, la Belgique apportant la civilisation au Congo, la Belgique apportant le bien-être au Congo. Il y a dans plusieurs salles, il y a des quotes de rois précédents en Belgique en disant que la colonisation, c'est une mission de haute colonisation. Donc il est clair que la colonisation a un impact important et qu'on continue à avoir un impact jusqu'à aujourd'hui. Regardez les problèmes de la société multiculturelle. Beaucoup de ces problèmes ont leurs racines dans le passé colonial. Aujourd'hui, quand on regarde le colonialisme
Comme système de gouvernance, on doit conclure que c'est un système qui est basé sur une occupation militaire d'un pays, sur une gouvernance raciste et autoritaire et sur une exploitation d'un pays. Donc on peut que considérer que le colonialisme comme un système qui est immoral. On peut le regarder à l'époque, avec les yeux à l'époque, que c'était une expansion du capitalisme, que chaque pays cherchait pour des ressources et à exploiter les ressources d'un autre pays pour les investir dans son propre pays. Mais aujourd'hui, avec les yeux d'aujourd'hui, on prend une attitude qui est beaucoup plus critique qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui individuellement ont fait de bonnes choses, mais comme système, on le considère aujourd'hui comme immoral. Mais précisément par rapport à ces critiques qui me semblent légitimes, le débat qui a été ouvert il y a un an par le président Macron et qui fait rage aujourd'hui sur la restitution des œuvres saisies aux pays africains pendant la colonisation. Quelle est votre opinion? Moi, je comprends tout à fait la problématique de la restitution. Ce n'est pas normal que 80% du patrimoine culturel africain se trouve dans l'Europe et dans l'Ouest. Ce n'est pas normal, donc au minimum, il faut assurer une accessibilité beaucoup plus facile de nos collections. Mais pour nous, la restitution, c'est un programme de dialogue et de coopération. Donc moi, je suis très ouvert et très constructif dans le débat. Je donne au pays sur demande une copie des inventaires du patrimoine culturel que nous avons et ça facilite le dialogue. Je suis prêt à parler de restitution de certaines œuvres symboliques, mais je préfère d'avoir un programme de collaboration avec des expositions itinérantes, des expositions conjointes. Il faut aussi renforcer les capacités nationales dans le domaine de conservation des collections. Et un investissement considérable est nécessaire. Je suis aussi en faveur il y a certaines pièces ou certains aspects de ce patrimoine culturel, comme des photos, des films, des archives, qu'on peut numériser et donner en forme numérique. On a un projet pilote pour le moment avec le Rwanda, on le fait. Et une chose aussi, il faudra changer le cadre légal dans le pays d'origine. Par exemple, toutes nos collections sont la propriété de l'État belge et donc c'est une décision politique pour rendre ces collections. Moi, je peux donner permission pour des prêts à long terme, mais si c'est restitution, c'est vraiment une décision politique. Mais on prend une attitude très ouverte, très constructive à ce sujet. Jusqu'à présent, on n'a reçu aucune demande formelle. Mais on en parle déjà et on parle avec plusieurs musées sur l'organisation d'expositions conjointes où on va donner des prêts à long terme de nos collections pour en faire des expositions dans plusieurs musées africains. Mais précisément, si des pays africains, et pourquoi pas Congo compris, peuvent démontrer qu'ils ont des capacités de conservation de certains chefs-d'œuvre, à ce moment-là, vous seriez encore plus ouvert à restituer une partie des œuvres. Et je cherchais un moyen pour d'abord donner un accès beaucoup plus facile aux pays d'origine. Finalement, ce sont eux qui sont les propriétaires moraux de ces collections. Nous sommes les propriétaires juridiques, mais ils sont les propriétaires moraux. Et donc, il faut travailler ensemble et assurer la meilleure façon d'avancer dans ce sujet. Souvent, les musées me disent aussi qu'ils ne demanderont jamais la restitution pour la restitution. Ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'on les aide à compléter leur propre collection pour avoir un échantillon beaucoup plus représentatif. Et justement, si je ne m'abuse, le Congo construit un nouveau musée national. Le Sénégal, il y a 2 semaines, oui. Oui, voilà. Le Sénégal a son musée de la civilisation noire. Le Nigeria, le Kenya et des pays comme ça investissent beaucoup dans des musées modernes. Donc, est-ce que, vous parliez de digitalisation, de restauration, est-ce que dans ces domaines, vous collaborez avec eux? Absolument. Je suis juste revenu du Rwanda. La semaine passée, j'étais au Rwanda. J'ai
On a fait un accord que le Rwanda va faire une exposition en Belgique, que nous allons faire des expositions là-bas. Je les ai donné une copie de l'inventaire de nos collections pour faciliter ce dialogue. Avec le Musée des civilisations noires, on a un accord de collaboration, on va faire des formations en matière de conservation de collections, restauration. Et aussi, ils nous ont demandé à faire une exposition temporaire sur les Bantous. Et c'est une exposition qui fera le tour de l'Afrique. Ce sera une exposition itinérante. Avec le Congo, on a déjà une très proche collaboration. Le mois passé encore, on a organisé un cours sur la conservation, la restauration de collections. On va aussi faire des expositions conjointes et on les aide actuellement aussi dans la formation sur les services publics, dans le service éducatif. Donc il y a déjà une collaboration très active et comme je disais déjà avec le Rwanda et le Congo, on a un programme pour faire entrer certaines collections, photos, films, archives en forme numérique. Deux mots sur l'art africain, en fait, parce qu'il a longtemps été considéré comme tribal ou primitif. Vous disiez, ça part parfois des objets du quotidien ou des rites, mais il a été reconnu, parfois un peu du bout des lèvres, mais comme un art majeur. Et on peut dire que des gravures rupestres au Sahara jusqu'aux sculptures maliennes ou gabonaises, il s'agit d'œuvres d'artistes à part entière, c'est indiscutable. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de se débarrasser d'une sorte de suprématisme blanc en matière d'art également? Oh, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les artistes africains sont maintenant du plus haut niveau possible. Leurs œuvres sont exposées au Metropolitan, dans tous les grands musées mondiaux et aussi des centres culturels mondiaux. Ils ont leur place à côté de tous les autres artistes. D'ailleurs, nous, dans le musée, on a un programme artistes en résidence où on invite des artistes africains pour venir chez nous, regarder nos collections et d'en faire leur propre interprétation. Mais ce n'est pas uniquement chez nous, c'est surtout dans le centre culturel et le grand musée d'art moderne où les artistes africains ont leur place. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'étais encore à Washington où j'ai vu le Smithsonian Museum of African Art. Là, on a vu des œuvres qui sont vraiment incroyables. Aussi, dans plusieurs pays, vous avez maintenant des biennales, le biennale de Dakar, le biennale de Lubumbashi, où vous voyez des œuvres qui sont d'une qualité mondiale, il n'y a pas de doute. Évident. J'ai cru comprendre que vous aviez quelques liens aussi avec le Maroc. En fait, le Maroc compte beaucoup de musées, dont le plus prestigieux est sans doute le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. En matière d'art contemporain, ça je le sais parce que je suis ça de près, il y a vraiment de très très grands artistes au Maroc. Est-ce que vous avez des perspectives de coopération et d'échange avec le Maroc dans le domaine muséal ? Non, pas tout de suite. En 1998, on a eu une grande exposition sur le Maroc, la magie du Maroc, qui jusqu'à présent est l'exposition qui a eu le plus de succès. On a eu 240 000 visiteurs pour cette exposition. Chaque week-end, on avait des dizaines de gens qui sont venus voir cette exposition. À Tervuren, oui. Mais depuis, on a fait le choix de concentrer nos activités muséales sur l'Afrique centrale et l'Afrique subsaharienne, mais on continue nos recherches avec le Maroc, surtout dans le domaine de la géologie. Donc on a régulièrement des scientifiques marocains qui viennent chez nous pour des formations, et on a des activités de recherche sur place encore, parce que dans le domaine de la géologie, on ne fait pas la distinction entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique. Il y a le grand rift qui divide l'Afrique. Donc, dans ce domaine-là, on travaille toujours avec le Maroc. Alors, je reviens 2 secondes au musée, puisque je rappelle pour les téléspectateurs, il est unique au monde, mais il y a une salle qui s'appelle Hors-jeu, où les objets et les sculptures coloniales sont assez caricaturales, proches d'images de l'esclavagisme, et ça ne fait pas partie de l'exposition permanente, mais on peut la voir. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite ? Peut-être. C'est une salle, une exposition temporaire, art temporaire, où on montre les objets pour leur esthétisme, pour leur beauté, comme valeur d'art.
j'avoue qu'on a fait cette salle, c'était le résultat d'un compromis. À l'époque, chaque musée comme le nôtre avait une salle d'art où on montrait l'art. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui disent on ne peut plus présenter ces objets comme des œuvres d'art, il faut les montrer dans l'anthropologie, dans le contexte que ça a été utilisé. Ça a été une discussion et finalement, j'ai trouvé un compromis à la belge où on va quand même montrer une sorte de salle d'art pour la beauté de cet objet, mais sans lien avec l'anthropologie. Mais c'est une salle temporaire, donc ce n'est pas une partie de notre exposition permanente. Je terminerai par un petit clin d'œil. La popularisation par Hergé, dans Tintin au Congo, que des spectateurs connaissent certainement, de l'homme léopard, est-ce qu'à vos yeux, elle n'a pas contribué à une sorte de colonisation durable des esprits? Oui, absolument. Plusieurs, ce n'est pas uniquement l'homme léopard, mais plusieurs statues dans notre musée précédent qui montrent l'Africain comme quelqu'un qui est primitif, a beaucoup contribué à cette image négative de l'Africain. C'était une partie du message colonialisme, du message de supériorité de l'homme blanc vis-à-vis l'être humain. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment démarré un processus de décolonisation de notre musée et pour changer ses esprits, pour combattre les stéréotypes et le racisme dans la société. Et c'est un grand succès. La première année, on a eu 350 000 visiteurs et 800 journalistes et on a déjà reçu 2 grands prix pour la meilleure rénovation de l'année. Eh bien, ce sera le mot de la fin, M. Greyzels. Merci pour votre participation. Chers téléspectateurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.